Donc je vais donner tout de suite la parole à Jean-François Garin, qui a été invité par notre membre Jean-Noël Philly, qui est l'association fondateur de Balthazar. Et donc, Jean-Noël, si tu peux me rejoindre, hein, pour qu'on puisse avoir un temps de partage encore plus important avec ton invité, eh bien, je te propose de te donner la parole. Alors, Jean-Noël, je pense que tu œuvres dans le monde du conseil, dans la création de Balthazar depuis 20 ans. 20 ans. Et avant 20 ans, qu'est-ce que tu faisais? Allez, raconte-nous comme il faisait. Ouais, non, ça remonte à trop loin après. Ça remonte à trop loin. Alors, attends, je cherche la présentation où je t'ai mis. C'était où? Là, j'ai perdu ton... Là, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. T'as besoin d'un coup de main? Ouais, non, c'est bon. Je vais mettre en diaporama actuel. Voilà. Donc, alors... oui. 20 ans, et avant, tu étais... Avant, j'étais consultant aussi. Voilà. Chez Bossard Consultant, pour les plus anciens, ceux qui connaissent. Voilà, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. Et donc, et voilà, je suis cofondateur et dirigeant du cabinet Balthazar, donc qui existe depuis 20 ans et qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Je vais tout de suite inviter Jean-François Garin sur la scène, donc pour le présenter. Donc Jean-François est directeur général de Groupama Ganvi. Il est aussi directeur général adjoint du groupe Groupama. Juste quelques chiffres sur Groupama Ganvi pour ceux qui ne connaissent pas. Groupama Ganvi, c'est 4,8 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3200 collaborateurs, c'est 4,5 millions de bénéficiaires. Donc ça touche beaucoup de monde dans la société française. Donc on est dans le domaine de l'assurance de personnes. Voilà. Donc, alors le thème de notre intervention. Donc avant de lui donner la parole, je voudrais faire une petite introduction sur un des mots de la phrase. Il y a deux mots importants dans la phrase. Bien sûr, l'expérience client est au centre. Ça ne vous étonnera pas, on est chez Esprit de Service France. Mais il y a deux autres mots. Il y a le mot révolutionner, et ça, Jean-François va nous en parler. Et puis il y a le mot singularité. Et je voudrais parler de la question de la singularité. Et en fait, je vais faire un petit détour artistique pour parler de la singularité. Est-ce que certains d'entre vous, dans cette salle, peuvent me dire qui a peint ce tableau? Une idée? Non? C'est un tableau hollandais, d'accord? Il n'y a rien à gagner, allez-y. Ouais. Alors maintenant, je vais vous présenter, visiblement pas facile à identifier le tableau. Donc on me dit un tableau hollandais. Hein. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième tableau. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a peint ça? Qui s'appelle? Bon, on est tous d'accord, ça c'est Picasso, on l'a reconnu tout de suite. Le premier tableau, c'est aussi Picasso. Mais c'est Picasso à 14 ans. Donc vous voyez, Picasso à 14 ans, il était très doué. D'accord? Il a mal tourné. Alors c'est vrai, voilà, il a mal tourné. La différence entre Picasso jeune et Picasso un peu après, c'est que Picasso, en fait, à un moment donné, il a trouvé son chemin, comme on peut dire. Enfin, il a craqué sa singularité. Et en craquant sa singularité et en l'offrant au monde, il est devenu unique. Il est devenu unique, d'ailleurs il est devenu mémorable. Il a révolutionné l'histoire de l'art. Il y a un avant et il y a un après Picasso, pour ceux qui connaissent un peu le monde artistique. Et donc la singularité, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'exister, et il a produit un effet incroyable et un impact incroyable dans le monde de l'art. Picasso, c'est un artiste. Nous, on est des personnes physiques ici dans cette salle, hein, vous tous. On sait tous, chacun, au fond de nous-mêmes, qu'on n'est jamais aussi performant et aussi rayonnant et aussi résilient que quand on est aligné. Vous savez, les coachs, ils utilisent ce mot d'alignement. On est bien quand on est bien axé. Quand on est bien axé, quand on sait ce qu'on est, en règle générale, on est connecté à une source infinie d'énergie. Et bizarrement, quand on fait un pas de côté, quand on essaye de copier les autres, de ne pas être soi-même, de s'oublier, c'est l'inverse qui se produit. On consomme énormément d'énergie. Et si on fait ça un certain temps, on a un petit problème personnel. Je vais éviter de parler de burn-out aujourd'hui, mais il y a des questions comme ça sur les personnes, en fait, c'est ce qui se joue. Et en fait, nous, chez Balthazar, on considère que les personnes, les entreprises, sont des organismes vivants. D'ailleurs, les juristes parlent de personne morale. Et une personne morale, comme une personne physique, ça a une singularité. D'ailleurs, la loi Pacte, elle l'a reconnue puisqu'elle a
mis dans les textes juridiques la notion de raison d'être. Il n'y a que les organismes vivants qui ont des raisons d'être. Enfin, c'est compliqué d'avoir une raison d'être si on a un objet mort, quoi. Donc l'entreprise est un organisme vivant, l'entreprise est une personne, et l'entreprise a aussi une singularité. Nous, ce qu'on fait quand on travaille avec nos clients, et c'est ce qu'on a fait quand on a travaillé avec Jean-François, c'est ce qu'on appelle craquer cette singularité. On parle d'ADN de l'entreprise. Et après, la question, c'est cet ADN et cette singularité, on va l'utiliser comme une ressource, comme un actif, pour la mettre dans la stratégie. On peut faire une raison d'être avec ça, on peut la mettre dans la stratégie, on va ce qu'on appelle singulariser les processus et l'organisation. Et vous me voyez arriver sur le champ de la relation client, on va mettre la singularité dans la relation client. Ce matin, l'association a travaillé sur l'esprit de service à la française. De quoi on parle quand on parle de ça? On parle bien d'une singularité française. Donc la question d'aller craquer ça, cette singularité française, pour la mettre dans une culture de service et de se différencier par rapport à une culture de service un peu banale, bah c'est toute la question. Donc nous, notre travail, et ce qu'on fait, c'est justement d'aller craquer cette singularité pour qu'elle devienne une ressource pour l'entreprise, pour qu'elle puisse être utilisée, notamment dans le champ de la relation client. Et je termine juste avec cette petite pyramide dans le champ de la relation client. Dans le champ de la relation client, nous on dit souvent, voilà, il y a les fondamentaux, ok. Enfin, tous les fondamentaux de la qualité de service, il faut les assurer. Si on n'assure pas les fondamentaux, on se met hors marché. Hein, on ne mérite même pas d'exister d'une certaine manière. Bon, alors la satisfaction des besoins de base. Après, il faut développer des domaines d'excellence. Bon, alors des domaines d'excellence, par exemple, la facilité d'utilisation, la rapidité d'un service, enfin, toute une série de domaines, c'est juste à titre illustratif. Mais cette domaine d'excellence, c'est un peu Picasso à 14 ans. Il était bon, hein, Picasso à 14 ans. Mais ce qu'on cherche à aller chercher, c'est au-dessus. C'est affirmer la singularité. C'est là où on va convoquer, on va devenir irrésistible. C'est là où une marque devient irrésistible. C'est là où une marque fait la différence. On a aussi beaucoup travaillé avec la Maïf. Bon, je parle non, pas mal. Tu peux y aller. Je peux y aller. On a beaucoup travaillé avec la Maïf. C'est pas par hasard si la Maïf est depuis 14 ans numéro 1 sur le podium de la relation client. Elle met sa singularité dans sa manière de gérer la relation client. Donc c'est ça qui fait la différence à un moment donné, qui crée aussi une marque pérenne et une identité de marque très très forte sur le marché et qui va construire un avantage concurrentiel pérenne. Parce que c'est dur à copier et même c'est même pas copiable. C'est même pas. Pourquoi aller copier la singularité d'un autre? Il vaut mieux chercher la sienne et affirmer la sienne. Donc voilà. Donc c'est ça c'est ça qu'on met derrière le mot singularité. Et je vais m'arrêter là pour cette introduction. Je vais donner maintenant la parole à Jean-François qui va nous en parler, qui va revenir sur ce sujet. Mais avant tout, je vais lui poser une première question. Donc l'idée, c'est que je vais lui poser quelques questions et il va y répondre. Merci Jean-François. Bonjour déjà, bonjour à tous et à tous. Et la première question que j'ai envie de lui poser, parce que je vais bien le taquiner, on est complices, hein, vous le verrez. Et donc, on est sur le marché de l'assurance. Et donc la question que j'ai envie de lui poser, c'est dans le marché de l'assurance, dans le monde financier, pourquoi on s'intéresse à l'expérience client? Parce qu'on est sur un secteur où franchement, on peut avoir des doutes légitimes sur la question. Donc moi, c'est la première question. Moi, j'en ai tous les matins. Et donc, c'est ma première question. Pourquoi ce sujet? Tu as décidé d'investir sur ce sujet-là. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu souhaites faire à travers ça? Écoutez, d'abord, je suis ravi d'être là, parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Merci de l'invitation à vous tous. Et donc, je vais commencer parce que là, on est dans le temps du cimetière, comme on dit en anglais, de graveyard slot. Donc, il faut se réveiller, là. Alors, vous êtes tous assurés, j'imagine, en auto ou en habitation. Vous avez peut-être de l'assurance vie ou une assurance emprunteur. Oui, j'imagine, hein. Alors, maintenant, vous regardez votre cas personnel. Votre relation avec votre assureur, quel qu'il soit. Hein. D'accord? Donc, lâchez-vous. Comment vous décrivez votre relation personnelle avec votre assureur? Les premiers mots qui vous viennent. Allez-y. Parfaite, d'accord. Amical. Quoi d'autre? Pardon? Contractuelle. Ouais, quoi d'autre? Fatigante. Ouais. Allez-y, lâchez-vous. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Lâchez-vous. Inexistante, absent. Merci. En pointillé. Parfait. Allez-y, quoi d'autre? Ubuesque. Ok. C'est pas dans... Oh. Alors ça, c'est pas dans les meilleurs moments. Je vous offrirai quelque chose. Je voudrais vous offrir un truc un peu particulier. Vous êtes la première personne dans mes longs sondages qui sort ça et ça me touche. Donc, ça mérite un cadeau. Hein. C'est bon, ubuesque, machin. Mais globalement, est-ce que vous êtes bien servi? Oui. Ça dépend. Ouais. Vous souhaitez, oui. Alors, je vais la faire courte parce que c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup les Français.
Et les mots qui reviennent, on a fait des études alors, très approfondies. Le premier truc qui caractérise la relation, c'est ce que vous avez dit. Alors, j'ai les mots rien, inexistant, vide qui reviennent la plupart du temps. Et vous savez pourquoi ? Heureusement, c'est que vous n'avez pas des pépins tout le temps. Mais sauf que d'un point de vue relationnel, la plupart du temps, il ne se passe rien. Deuxième chose, et merci, c'est que quand il se passe quelque chose, bon, on n'y est pour rien, hein, nous, assureurs, mais vous admettrez que c'est quand même dans un moment pas très sympa. Soit il y a ce qu'on appelle un sinistre, soit quand il n'y a pas de sinistre, qu'est-ce que vous recevez ? Hein ? Ouais. Alors, chez nous, on appelle ça un appel de cotisation. Alors moi, vu d'un client, j'appelle ça une facture qui plus est, a tendance, vous l'avez remarqué, à un peu augmenter. Vous voyez ? Donc, en gros, il ne se passe rien. Et quand il se passe un truc, c'est dans un moment qui est pas agréable. Soit on a un pépin, soit je reçois une facture qui augmente. Et 3, vous ne l'avez pas cité, mais ça vient naturellement, c'est que la plupart du temps, la relation, elle démarre, elle est en réaction vue de l'assureur. C'est-à-dire que c'est le client qui vient. D'accord ? Donc je résume, hein, vous avez une relation inexistante. Quand il se passe un truc, c'est dans des moments peu agréables. Et en gros, on est tout le temps en réaction plutôt qu'en proactivité. J'imagine que vous venez de tous les services. Hein, l'association est là depuis longtemps. Quand je demande, est-ce que vous pouvez imaginer une autre industrie qui a cette relation décrite comme ça ? Ouais, j'ai eu les pompes funèbres, voilà, mais la personne n'est pas là pour le voir, mais enfin oui. Ouais. Ouais. Ils peuvent avoir le gaz pendant 20 ans chez eux. Et puis, bon. Quand il n'y a plus de gaz, quand il y a un problème, Ouais. ils se rappellent que... Donc on va pas se battre, on va pas se battre, mais la réalité, c'est que c'est probablement, je ne sais pas si c'est la pire, mais c'est une des pires industries de ce point de vue-là. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont très utiles et qui fonctionnent bien. Et donc moi je me dis à mes équipes, avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec le benchmark qu'on a tous fait sur les relations clients de toutes les industries, je vous assure que la pression client par rapport à ce qui se passe dans l'assurance, elle devient là. Et ma conviction, je vous la partage, hein, c'est que si on ne change pas un truc fondamental dans le sujet, les assureurs tels qu'on l'a connu là, hein, on est mort, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais ça ne pourra pas continuer comme ça. Et donc le sujet, c'est comment on change ce système en disant comment je fais d'un truc inexistant une relation, on parlait de régulière, point pointillé vous avez dit, donc régulière, humaine, proactive au lieu d'être réactive, et puis si on peut rajouter un truc, je ne sais pas si ce sera agréable, mais en tout cas au moins avec de la valeur ajoutée. Voilà le sens du sujet. On comprend le mot révolution. C'est pas gagné comme dirait l'autre. C'est pas gagné. Donc c'est un gros chantier. C'est un gros chantier, et tout à l'heure je parlais de singularité. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de la singularité de GGV justement, de Groupama Ganvi ? Tu as cité, et je ne leur en veux pas, on a dîné avec Monsieur Demurger. La grosse erreur dans Picasso, c'est qu'il ne faut pas copier. Je veux dire, ce que fait la Maïf, c'est extraordinaire, mais ils ont une particularité. Hein, ils ont un système affinitaire, ils ont des clients, ils ont une façon de faire, et la grosse erreur, ce serait de vouloir les copier. Et ce n'est pas notre sujet. Donc on a travaillé avec Jean-Noël sur ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire comprendre quels étaient les moteurs de l'entreprise. Mais en profondeur, on a passé des mois avec les collaborateurs, donc c'est un peu lié à la raison d'être. Hein. Et ce que peut-être, avant de nous en parler, c'est qu'on a fait un manifeste autour de ça, et on va voir comment on va le décliner, hein, parce que ce n'est pas que du PowerPoint et machin, on va voir ça après. C'est comment on décline ça dans les équipes. Et donc on a un petit film qui montre ce que c'est pour nous la singularité de Groupama Ganvi, et ensuite comment ça joue dans ce qu'on a fait dans nos programmes clients. Donc là, on vous montre un petit film. Alors, c'est un film interne, hein. C'est pas un film, c'est pas un objet publicitaire pour l'extérieur, hein, du tout. Pour les collaborateurs. Et nos partenaires. Ah, c'est long. Parce que vous faites face à un environnement complexe rythmé par des changements incessants, nous devons transformer notre métier.
les femmes et les hommes de GGV relèvent ce défi et sont à vos côtés pour vous accompagner. Acteurs partenaires pour le futur, nous travaillons chaque jour à imaginer des réponses, au-delà même de nos expertises traditionnelles, pour éclairer vos décisions et vous donner les moyens d'agir. Acteurs partenaires pour le futur, nous avons à cœur de construire, dans la durée, des relations fortes et sincères. Portés par une culture profondément humaine, nous joignons et développons nos talents avec audace et enthousiasme, au service de cette mission. Bon, on s'arrête là. C'est pour vous montrer, alors derrière le film, hein, il y a beaucoup de travail. Ça peut paraître comme c'est pas un film publicitaire, encore une fois, c'est très interne. Et il y a des mots, vous avez vu, acteurs, partenaires pour le futur. Tout ça, je vais vous décrire ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment propre à nous. Alors nous, ça nous touche, là je suis encore les poils, comme on dirait l'autre, parce que c'est vraiment nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut ne pas vous toucher, après vous pouvez trouver ça intéressant, beau, mais vous voyez, il y a des mots qui sont importants pour nous. Donc acteur, vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, acteur, ça veut dire qu'on propose des choses. Donc il y a une notion aussi de proactivité dans le sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester en attente, hein, derrière, ça paraît évident. Et dans acteur, rien que le mot, ça parle de l'humain. C'est que ce n'est pas acteur digitalisé, à distance, froid. C'est un acteur humain. D'accord? Donc ça, c'est le premier mot. Le deuxième, c'est partenaire. Je peux vous assurer, hein, dans notre vision, alors qui nos clients? Nos clients, il y a beaucoup de réseaux de distribution, du courtage, et puis il y a des clients finaux, des assurés, évidemment. Je peux vous assurer, au quotidien, on ne voit jamais un de nos fournisseurs ou machin comme un fournisseur. Même les consultants, tu pourras en parler, Jean-Noël, on les voit comme des partenaires, même nos clients. Vous voyez, ça va loin. Hein. Ça veut dire qu'il y a une association autour du gagnant-gagnant dans cette notion de partenariat. Et il y a aussi cette notion partenaire, c'est l'écoute réciproque des besoins des uns et des autres. Donc nous, voilà, Jean-Noël, c'est un partenaire. C'est pas un consultant. Alors on le fait travailler, hein, il n'est pas encore fait la mairie, mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est une notion très différente. Et troisième chose pour le futur, c'est quelque chose qui nous est très... Vous avez vu, on parle de au-delà de nos expertises traditionnelles. C'est quoi? C'est qu'on veut, alors modestement et humblement, parce qu'on y va par étapes, mais transformer ce que c'est que l'assurance telle qu'on l'a connue. Donc c'est l'innovation. Et pour le futur, c'est dans la durée. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple dans l'innovation. Quand on parle de retraite, est-ce qu'il y en a un d'entre vous, le matin, quand il se réveille, qui pense à un produit de la loi Pacte ou un produit qu'on appelle le Perrin? Les gens ne se réveillent pas en pensant à un produit. Donc nous, on fabrique des produits. Mais vous voyez, quand on dit on veut changer les choses, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 questions sur la retraite. Vous allez vite les trouver. C'est quoi? Quand vous pensez à votre propre retraite, vous pensez à quoi comme question? Quand? Combien? Voilà, vous les avez. Donc, quand est-ce que je veux partir? Combien je vais avoir? Et comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'éventuellement il va se passer? Parce qu'il se passe plein de choses à la retraite. Et bien, figurez-vous que le programme qu'on a designé, c'est un programme qui aide toutes nos forces de vente à aider les partenaires clients à répondre à ces 3 questions. Je vous jure qu'on a fait ça. Hein. Donc, on a les produits, on les a fabriqués, si vous voulez, c'est pas ça. Mais on a formé 6000 personnes avec des partenaires extérieurs pour répondre à ces 3 questions. Bon, figurez-vous qu'on a pris 8% de part de marché sur la retraite. Vous voyez, c'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Donc c'est ça la singularité, c'est ce qui nous anime, c'est notre ADN. Et la façon dont on va concevoir l'esprit de service, il est lié à ça. Voyez, et donc, si on y arrive, parce qu'il faut être très humble, hein, très modeste, on est dans le début du chemin, ce sera le nôtre. Et on ne copiera pas les autres parce que ce n'est pas nous. Voilà. Ce qui est intéressant dans la singularité, parce qu'en fait, cette notion d'acteur partenaire pour le futur, comme ça, dit comme ça, effectivement, ça peut paraître des mots, mais pour GGV, c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été un énorme travail, et des collaborateurs, et aussi des clients, parce que quand on interroge les clients
partenaires ou les courtiers, la façon dont ils en parlent, ils utilisent ces mêmes mots d'ailleurs. Et donc c'est là où ils se reconnaissent en fait. Hein. C'est là où on se reconnaît en fait. C'est là où on fait la différence. Hein. Je pense que ce que tu décris sur la croissance les prises de part de marché sur la retraite que vous avez eues, c'est bien l'expression d'une capacité à traiter cette question de l'expérience de service sur le marché en étant tiré par la singularité. Peut-être que tu peux nous donner sur le fond de tous ces sujets de l'expérience client ou de la relation client. Tu peux nous en parler sur fond, concrètement ça... Alors concrètement, donc maintenant on applique, je vais dire, cette singularité sur ce que je vous ai décrit de la relation client qui est merveilleuse entre les assurés et les assureurs. Alors j'ai trois notions assez simples à partager. La première, tu as parlé de socle, mais moi je vais parler là de socle réinventé. C'est-à-dire que quand vous achetez une assurance, par exemple un professionnel, voilà, lui quand il se casse la jambe, s'il est tout seul ou à deux, son métier est compliqué là. Et donc ça s'appelle de la prévoyance, c'est-à-dire que s'il se casse la jambe, on va lui payer une indemnité tous les jours par exemple. Hein, vous voyez, pour compenser la perte de revenus. Quand un assuré s'assure, c'est justement pour avoir une prestation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'ai cette anecdote une fois pour vous dire ce qui se passe dans l'assurance. Souvent, on vous demande des tonnes de papier, vous avez vu, pour payer les choses, vérifier que vous êtes bien dans le contrat, le machin, c'est compliqué. Il y a un jour, je prends l'avion pour aller en Corse, et je débarque, j'allume mon téléphone à la sortie, et puis là, ça vibre de partout. Et j'ai Twitter qui s'anime. Je ne vais jamais sur Twitter. Il se trouve que là, je sais pas, j'ai des messages, ça tombe. Et j'ouvre, et là, il y a une dame dont son mari était décédé il y a 2 ans, d'une grande entreprise française, et qui me dit « Excusez-moi, monsieur, je vous ai trouvé sur Twitter. Je pense que vous êtes le patron de GV. Et en fait, j'ai 2 enfants en bas âge. Le capital décès n'a pas toujours été payé. Et ça commence à être un peu difficile. Donc vous imaginez sur Twitter derrière les menaces, les machins, les trucs. Donc tout de suite, je réagis. Et en fait, en creusant, vous savez ce qui s'était passé? C'est que les services avaient bien reçu, mais ils écrivaient à cette dame pour lui dire j'ai besoin de tel et tel papier, sauf qu'évidemment, comme était décédée, enfin pas comme, mais elle avait changé de domicile. Et en fait, ce qui se passe chez les assureurs en général, peut-être qu'il y en a qui sont bien meilleurs que nous, c'est qu'une fois que vous demandez les papiers, eh ben vous attendez. Vous attendez que ça revienne. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a renvoyé les courriers à la même adresse, constamment. Et il n'y a personne qui s'est dit, je prends mon téléphone, je fais quelque chose pour aller chercher. Et en fait, notre métier, il est plein d'instances. C'est pour ça que je parle déjà du socle, ici, mais du socle réinventé. Sur les 3 points dont je voulais vous parler, le premier, c'est que dans tous les métiers, ce qu'il faut, c'est, moi j'appelle ça le zéro instance. Je ne veux plus qu'il y ait des documents en attente. Mais ça, vous imaginez la révolution que c'est? Parce que ça veut dire que tous les services de gestion qui étaient derrière, qui demandent des papiers, qui sont derrière les procédures, moi maintenant on forme les gens pour aller appeler les gens. Mais vous imaginez, enfin, vous êtes dans les industries, c'est changer des métiers comme ça, c'est pas rien. Et donc, appeler les gens. Et l'autre truc qu'on a découvert dans le socle, j'imagine que ça vous fait ça, c'est quand on vous demande des papiers, en plus, c'est incompréhensible ce qu'on écrit. C'est d'un jargon, c'est horrible. Donc on a fait des tests, les gens comprennent rien à ce qu'on leur demande. Et je vais vous assurer, nous non plus. Quand je relis les docs, je suis effaré, je ne comprends rien. Et donc, c'est tout un travail aussi autour de la pédagogie. Vous voyez, quand je vous disais acteur partenaire, c'est pas considérer l'autre comme un numéro, c'est de dire, mais je me mets 2 secondes à sa place, je ne comprends rien à ça. Donc, on est en train de faire, ça démarre. Par exemple, c'est des outils simples, mais des tutos pour expliquer rien que les documents, les montrer, de dire, voilà, c'est ça dont on a besoin. Les gens comprennent, on n'est pas fous, on ne va pas payer comme ça. Mais il faut changer complètement le paradigme en disant, j'ai besoin d'infos, mais quand je ne les ai pas, ce qui est insupportable, c'est de ne pas les avoir. Voilà. Donc ça, c'est le socle réinventé. La deuxième chose qui est dingue, et je pense que vous êtes beaucoup plus forts que nous dans vos industries, c'est le pépin en pépite. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de mettre en place des outils
de captation, pas des réclats, parce que les réclamations, ça marche plutôt bien, mais de toutes les zones de friction, de mécontentement, en fait, pour les alimenter. Et ça, chez nous, ça marche pas très bien, en fait. Il y a plein de petits endroits où ça coince, et donc il faut s'organiser. Donc, 1, il faut les mesurer. 2, il faut les filtrer, parce qu'il y a des choses structurelles, des choses conjoncturelles. Et ensuite, il faut un système de boucle qui remet les patrons des métiers dans la boucle pour changer quelque chose. Deuxième énorme chantier. Et alors le troisième, il me plaît pas mal celui-là, je l'appelle le nulle part ailleurs, célèbre par rapport à l'émission. Parce que si vous faites ça, on en revient à votre question en pointillé, là, c'est ça votre mot, vous changez fondamentalement des choses, mais vous ne touchez pas les trous du gruyère. Les trous du gruyère, c'est que la plupart d'entre nous n'ont aucune interaction au quotidien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vous avez traité, je dirais, le bas, mais vous n'avez rien changé sur la densité de ce que je disais de la relation. Et donc, on a créé, j'étais en charge de ça au niveau du groupe, alors je ne l'appelle pas, dans le groupe ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi je l'aime bien l'appeler le nulle part ailleurs, c'est-à-dire créer de nouvelles expériences pour densifier la relation. Alors de quoi on parle? Alors on a préparé ça en 2019, et après il y a eu le Covid. Alors excusez-moi, on a eu du bol. Parce que pendant le Covid, les agences, les commerciaux, tout était fermé. Et donc on a fait un programme qui consiste, écoutez bien, c'était notre rêve, on n'a pas tout réussi, on s'est dit, chacun de nos clients, c'était le rêve, on va les appeler tous les ans, une fois par an, dans un contact proactif, non mercantile, pour leur parler de ce qu'ils ne savent peut-être plus de leurs produits, parce que, je ne sais pas, vous, moi, mon contrat habitation, je l'ai pris il y a, je sais pas, 20 ans, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Je veux dire. Et il y a plein de choses, vous voyez, pendant le Covid, notamment sur les contrats santé, que les gens ne savent pas. Ils avaient le droit, il y avait de la télémédecine, il y avait plein de choses. Et donc, on s'est dit, on va appeler maintenant tous nos clients, nos sociétaires, parce qu'on est une mutuelle, pour leur dire ce qu'ils ont dans les contrats ou leur donner des informations utiles. Je parlais de agréable, je ne sais pas, mais à valeur ajoutée. Résultat des courses, pendant le Covid et après, pendant 3 ans, là, on a joint 1 million de personnes tous les ans. 1 million de personnes tous les ans. Par téléphone, avec des scripts. Aujourd'hui, on a chez Groupama 160 scripts différents qu'on a testés, qu'on a mesurés. On les a appelés tous, enfin pas tous, justement, c'est ça le problème. Et vous voulez quelques résultats de ça? Parce que c'est très impressionnant. À votre avis, quelles sont les natures de résultats de ces appels? En termes de fidélisation, de machin, qu'est-ce que vous voyez comme résultat possible? Bah déjà, il est ravi. Ça veut dire que l'INR, enfin les indices nets de reco, sur les populations qu'on a touchées, déjà, au bout d'un an, déjà, on a 6 points de plus. Voilà, sur la population. C'est déjà pas mal. Ensuite, sur le taux de churn, de résiliation. Au début, les commerciaux, ils ont appelé les gens qui connaissaient un peu plus que les autres. Donc déjà, on était sur une population qui n'était pas mauvaise. On a gagné sur une population pas mauvaise 1/3 de résiliation de moins. 1/3. Vous imaginez le truc. Et le dernier effet qui se coule, qu'on imaginait mais qu'on a mesuré, c'est que quand vous appelez les gens dans un appel non mercantile, en fait, c'est la plus belle campagne commerciale. Parce que juste derrière, on a mesuré, on a entre 20 et 40% d'augmentation des devis dans les 3-4 mois qui viennent. Entre 25 et 40% de plus de devis, c'est-à-dire des propositions commerciales qui tombent. Vous voyez ? Donc on considère qu'on a craqué un premier plafond de verre. On est loin d'avoir été jusqu'au bout du rêve, parce qu'on n'arrive pas à joindre les mêmes personnes chaque année, on ne joint que 25-30%. Le 1 million sur les périmètres dont on parle, on a plutôt 5 millions de personnes. Vous voyez, donc il nous reste beaucoup de travail. Mais on a réussi à mettre ça dans les agendas des commerciaux, alors qu'ils sont payés évidemment aux affaires. Vous imaginez la transformation. Donc, notre transformation, acteur partenaire pour le futur, elle est 1, réinventer les socles
pour les prestations que l'on doit, tuer les instances, être en proactivité, considérer la pédagogie comme un axe majeur de transformation. 2, le pépin en pépite, c'est le système d'apprentissage en fait que l'on a. Et 3, le nulle part ailleurs, c'est-à-dire créer, densifier chaleureusement la relation client pour transformer l'expérience client au sens large. Juste par rapport à ce que vient de décrire Jean-François, je vais faire mon consultant. Ce qui est intéressant, parce que vous voyez, de faire ça, c'est énormément de moyens et énormément d'investissements. La problématique, quand on travaille sur ces sujets-là, c'est la question de où on met le poids du corps. Et la singularité, le travail qu'on a fait sur la singularité, par exemple, Jean-François parle de pédagogie, c'est un élément clé de la singularité de GGV. On pourrait vous expliquer pourquoi, mais c'est une idée qui est apparue dans le travail qu'on a fait justement sur la singularité, et de dire on investit dans la pédagogie dans ce champ-là, ça va être un axe qui est légitime de point de vue de GGV, sur lequel on va réussir à mobiliser les équipes, et qui nécessite des investissements. Le problème, quand on investit, on ne peut pas investir partout, quoi. Et on sait bien que dans ce champ de l'expérience client, de la relation client, il y a plein d'endroits d'investissement. Quand on est dirigeant, on doit faire des choix et des renoncements. Et donc la question de où j'investis le poids du corps, justement, on investit sur des champs qui sont légitimes, qui sont singuliers, parce que là, on sait qu'on aura un rendement élevé, et on sait que son investissement sera rentable, ce que vient de démontrer Jean-François. Donc vous voyez, la question, c'est là où la ressource singularité, elle est clé, parce qu'elle permet de savoir où on va mettre le poids du corps. Et ce qui est, pour un dirigeant, est clé. Moi, je veux, à force d'accompagner les dirigeants. Et si on regarde le sujet Maïf, ce serait très intéressant. Ils font d'autres choix d'investissement sur d'autres axes. Ça a l'air d'être pareil, mais c'est pas pareil. Et c'est subtil. Et là, on est dans la finesse sur là où on met le... Parce qu'on peut se tromper là-dessus. On peut vouloir faire comme les autres, comme les petits camarades, et saupoudrer un peu. Et ça ne produit pas un résultat. Et donc là, il y a une question vraiment de focale, en fait, et de choix d'investissement. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie sur la culture et l'expérience client. J'en profite pour rebondir. Une fois qu'on a craqué notre ADN, notre singularité, mon deuxième plan d'entreprise, parce que ça fait 7 ans que je suis là, on l'a complètement adossé, le projet d'entreprise, à la singularité. Vous voyez, donc tout est assez aligné, fondamentalement. Tu as même créé un job pour ça aussi dans ton équipe de direction. On a même une responsable qui devait être là, mais une responsable de la singularité du projet d'entreprise. Ouais. Alors peut-être que, parce que là, on voit tout ce que tu fais, mais on sent bien, et vous devez vous poser la question aussi, j'imagine, c'est tout ça, ça parle quand même derrière pour que ça marche, pour qu'il y ait le make it happen, comme disent nos amis anglo-saxons. Il faut que les gens évoluent dans leur comportement, dans leurs actes au quotidien, ces fameux coups de téléphone, cette relation proactive. Donc on est dans l'évolution des comportements, donc c'est pas simple, et on sait que c'est pas simple de faire ça. On sait que c'est même très compliqué. Et donc du coup, moi je voudrais que tu nous en parles sur, du coup, toi, comment tu as fait, quel investissement tu as fait aussi pour travailler sur cette dimension des comportements, des attitudes, ces sujets-là. Ouais. Bah, tiens, tu peux peut-être, je sais pas si... Ah non, c'est après. Alors, qui est familier avec les raisons d'être, là, les entreprises à mission? Levez la main que je vois un peu. Voilà. Parce que, bon, je n'ai pas expliqué mon parcours, on s'en fout, mais j'ai passé 20 ans chez AXA et maintenant chez Groupama. Et c'est pas pour parler d'AXA, mais pour pas mal d'assureurs. Il y a eu toute une mode où il fallait sortir sa raison d'être. Vous voyez, il y a des slogans qui sont apparus. Alors, vous pouvez les repérer. Alors maintenant, je suis un peu plus formé. Vous pouvez repérer les trucs bullshit et les vrais trucs. Le truc bullshit, c'est des trucs très simples qui sont bateaux, qui peuvent s'appliquer en fait à un peu n'importe qui. Voilà. Déjà, quand vous n'avez pas... Là c'est le... Vous voyez, c'est juste le... Vous voyez la tagline. Vous avez vu tout le discours qu'il y a derrière. C'est un peu plus profond que ça. Et... ce que je détestais, c'est d'avoir ces PowerPoint ou ces trucs et qu'il ne se passe rien dans le quotidien en fait, des gens. La plus belle chose à faire, c'est que les gens incarnent finalement cette singularité au quotidien. Donc je vais essayer de vous montrer ce que l'on fait. Encore une fois, c'est un long voyage, je pense, qui n'est jamais terminé. Donc il faut rester très, très humble. La première chose, et c'était avant que tu arrives d'ailleurs, ça paraît idiot, mais on s'est occupé du management. J'enfonce des portes ouvertes, mais le premier truc qui était important pour nous, notre singularité, c'était l'équipe de management. Donc sur la partie administrative, on a 280 managers,
Et on a fabriqué un programme, non pas de formation, hein, de développement. Il y avait de la formation, il n'y avait pas que ça, de développement personnel et en équipe. 9 jours et demi par personne. Par an. Non, Par an on n'a pas fait non. pas par an, non. Non, mais on a fait un programme qui faisait 9 jours et demi, on l'a mis sur 18 mois, et tout le monde y est passé. Le CODIR et moi inclus. Donc on a créé une culture qui est proche de ça, mais on n'avait pas encore fait les travaux. Donc c'est un coup de bol. Je pense que si on avait pris le truc dans l'ordre, on aurait bien aligné. Mais il se trouve que, comme on était déjà très imprégné de notre ADN, ça a plutôt bien fonctionné. Il me semble, je ne veux pas donner de leçons parce que c'est pas le genre, et puis chaque entreprise est différente, mais il me semble que sans cette partie managériale embarquée, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne va pas se raconter d'histoire, ça va être un peu compliqué. Le deuxième truc qui est fondamental, c'est qu'on s'est dit, ça là, c'est bien, mais ça veut dire quoi au quotidien ? Alors là, on a bossé aussi pendant 6-8 mois. 6-8 mois, ouais. On a interrogé, on a fait des groupes de travail avec les collaborateurs, des managers, des partenaires, donc des courtiers d'assurance, des réseaux amis. Je crois qu'on n'a pas osé les clients à ce moment-là, on était peut-être encore un peu timide. Et on a débarqué, grâce aux travaux avec Jean-Noël, sur ce qu'on appelle des principes d'action. Alors c'est quoi ce truc-là ? Ce sont des... Alors, on peut le lire en se disant, tiens, mais c'est des principes de management. Non. C'est des choses très précises. On a analysé 80 projets dans l'entreprise qui avaient réussi dans toutes les directions. Finance, RH, métier, 80. Et on s'est dit, qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'ils se ressemblent dans les ingrédients clés de succès ? Alors ça vous paraît dingue ? La réponse est oui. Et on a fait des ateliers avec le top management, avec des managers. Les gens s'exprimaient et on en a retrouvé à chaque fois ces 8 principes qui ne sont pas, encore une fois, vous avez plein de principes de management, on pourrait en parler des heures, mais qui sont spécifiques à chez nous. Donc on les a creusés avec des équipes, avec de l'extérieur, et les voilà. Donc nous, vous avez vu, peut-être si vous vous rappelez au début, on dit parce que le monde change, donc c'est la notion de défi, ce qui nous anime. Dans les trucs, nous, ce qu'on adore, pour nous faire réveiller le matin, c'est ça. On ose relever le défi. Le premier truc à nous dire, si vous voulez nous faire bouger, t'es pas cap. Alors là, c'est tout de suite, tout le monde est à fond, là, en train de chercher toutes les solutions. Tout le monde ne travaille pas comme ça, je suis sûr, enfin j'en suis certain, puisqu'on a discuté. La Maïf ne fait pas partie de ça. Vous voyez, c'est très spécifique. Là, hier soir, j'étais sur le zéro instance, là, sur un des processus. On est parti à fond là-dessus. On s'est dit, demain, c'est quoi le truc qui fait que ça marche bien ? Ensuite, nous, notre truc, donc, c'est partir du défi. Hein, c'est le G. Ensuite, ça, pour nous, ça, c'est complètement clé. Premier truc, une fois qu'on a le défi, il y a des gens qui pensent à comment je m'organise. Nous, c'est qui ? C'est quelle est la bonne équipe ? Ah, on va appeler qui se rappelle de la série Mission Impossible, mais la première. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il commence par la cassette là, qui va s'autodétruire. Hein, pourquoi ça s'appelle Mission Impossible ? Parce que c'est le défi, qui est énorme. Et le truc d'après, c'est un peu subtil, mais si vous regardez le truc, le chef, là, il voit des dossiers défiler avec des gens, et il y en a qui l'écartent et il y en a qui gardent pour faire l'équipe. C'est exactement pareil pour nous. Exactement pareil. Donc, nous, le premier truc, on a le défi, qui on met dessus, et ça, on est en équipe. Donc, voilà, c'est parti, on gagne en équipe, on perd en équipe. Personne ne se tire. Donc ça, c'est le concept des oies sauvages. Donc voilà, elles travaillent. Quand il y en a une qui est fatiguée, sort derrière, il y en a une qui arrive devant. Voilà, bon, ça fait des références à des choses qu'on a vécues ensemble dans les équipes managériales. Donc voilà, ça, c'est fondamental pour nous, peut-être un peu pour tout le monde, mais pour nous, on ne fait plus un seul projet sans faire des pilotes, co-construits avec les partenaires. La seule fois où on a fait ça, on a balancé un truc sans avoir fait de test, on s'est pris un carton, on a échoué lamentablement. Donc à chaque fois, on s'en rappelle, on se dit non, ça. Voilà, c'est juste pour vous illustrer que ça, c'est comme une boussole, si vous voulez.
C'est qu'à chaque fois qu'on est planté dans un truc ou qu'on fait attention à ça. Alors, c'est un long chemin. Donc, première chose de management. Deuxième chose, ça veut dire quoi, acteur partenaire, au quotidien? Avec une analyse, je vous assure, hein, scientifique, hein, je vous assure, on y a passé du temps. Et le troisième truc, c'est qu'on se dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes? Et comment on déploie tout ça? Comment on les fait travailler? Ça, c'est le programme d'APE. Alors, il s'appelle apiculture. Vous voyez la blague avec l'apiculture, enfin, on a foutu des abeilles partout, enfin, n'importe quoi. Non, mais c'est vrai en plus. API, c'est parce qu'il y avait 4 valeurs qui étaient audace, le A, P, performance, E, esprit de service. Et le 4e, c'était l'exemplarité. Donc c'est le 4e E, donc voilà, c'est API. Et là, en ce moment, on fait un programme de coopération sur les 2000 personnes administratives de la boîte. Parce qu'il y a beaucoup de commerciaux aussi, mais là, on le fait sur la partie administrative. Et ça fait 4 jours par personne, et c'est par équipe. Donc on a découpé la boîte en 55 blocs, avec des sous-blocs, avec 4 jours, qui sont des séminaires, en fait. Donc il y a de la formation, il y a des jeux, enfin il n'y a quasiment jamais de PowerPoint, de toute façon. Et en fait, ils réfléchissent, enfin c'est pas qu'ils réfléchissent, on travaille sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon métier du quotidien? Et donc, on a une structure, évidemment, de fonctionnement qui est valable pour tous les services, sauf que c'est porté par les managers et dans les équipes. Donc, on repart du film, on se demande pourquoi, on fait, dans la première journée, on regarde l'environnement des partenaires, parce qu'il y a des partenaires internes et des partenaires externes. Donc on analyse la situation avec toute l'équipe. Hein. Il y a toute l'équipe. Il y a des gens, enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens, ils n'ont jamais été en séminaire de leur vie. Hein. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Jamais. Donc là, on les fait venir, parce que j'ai des équipes à Bordeaux, à Lille, on les fait venir à Paris ou dans des lieux, c'est sympa. La deuxième, ah oui, entre la première et la deuxième, on demande à chaque collaborateur d'avoir un entretien avec un partenaire pendant 20 minutes et de l'écouter. Juste de l'écouter. La deuxième journée, ils reviennent tous, ils partagent ce qu'ils ont entendu. Et là, ils fabriquent un début de plan d'action à l'échelle de vraiment des services pour se dire qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux améliorer la situation? Donc ensuite, entre la 2 et la 3, ils font. Et donc ensuite, ils se retrouvent et ils disent qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on garde? Voilà. Et puis 4, on finit avec des jeux et on écrit tous ensemble un bouquin sur la transformation de la boîte. Voilà, j'étais très simplifié, hein, vous imaginez, c'est des journées entières. Et donc on est là, nous, on est entre la 2 et la 3. Je peux vous assurer, j'ai des notes de satisfaction des journées qui sont à des niveaux qu'on n'a jamais vus, quoi. Parce que les gens sont acteurs eux-mêmes. Hein. Dans le mot, il y a tous acteurs aussi. Hein. Donc voilà, on est au milieu de la transfo, enfin même pas au milieu, on est au tout début parce que je pense qu'on y reviendra. Là, on imagine faire, une fois qu'on a fait ça, ça va durer 18 mois, hein. Toute la boîte y passe. Hein. Et ce qu'on imagine, c'est avoir une journée tous les ans ensuite pour revenir dessus et ne pas lâcher le morceau. Voilà. Voilà. Donc on s'amuse bien, hein, comme vous imaginez, c'est compliqué. Mais on a quand même quelques résultats assez sympas, pour l'instant qualitatifs. Mais c'est une grosse, énorme transformation dans laquelle on est. Moi, j'en profite, puisque tu es là aussi, de dire que, vous voyez, dans ce type de programme aussi, ce qui est intéressant, moi ce que je constate, et vous voyez en écoutant Jean-François, c'est que pour réussir ce genre d'opération, il faut un dirigeant qui incarne, qui porte le projet. Vous le sentez à travers ce que Jean-François raconte, mais franchement, moi qui suis consultant, quand je bosse avec des dirigeants qui incarnent et qui portent, c'est du pain béni, c'est génial. D'abord, on fait des choses incroyables, on prend du plaisir à le faire, et du coup, on peut réussir. Et puis, ça produit des résultats, parce que finalement, tout ça, c'est beaucoup d'investissement, mais en tant que dirigeant, Jean-François, on attend un retour, c'est bien légitime. Et donc, du coup, mais c'est très important, parce que derrière Jean-François, il y a ton équipe de direction, il y a eu un gros travail amont avec l'équipe de direction pour que ça puisse... Parce qu'il y a derrière, il y a le fameux principe de cohérence. Hein. Au début, je parlais d'alignement. Cet alignement, il est clé, quoi.
Alors après, ça crée une dynamique autour de l'ensemble du corps social, hein, et même des partenaires, puisque même les partenaires jouent le jeu, il se passe des choses. Il y a plein de petits miracles, hein, nous on dit souvent ça produit du miracle. Et il se passe des trucs très bizarres dans la boîte après, tu es surpris toi-même par ce qui se passe, et ça c'est génial. Oui, parce que c'est comme si vous aviez des graines un peu partout, et puis là vous voyez les fleurs pousser à des endroits où vous n'imaginez pas. Dans les débuts, alors on est toujours planté, ne vous inquiétez pas, par des problèmes informatiques, des machins, on enrage. Et alors plus vous êtes dans votre singularité, plus c'est insupportable d'être arrêté par des trucs externes. C'est insupportable. Donc ça, je partage ma frustration avec vous. Mais il se passe des choses intéressantes. Je peux vous raconter. Donc on est une entreprise aussi qui fait du B2B2C. On est un acteur en santé-prévoyance en entreprise qui devient très gros. On est le deuxième acteur en France aujourd'hui. Donc vous savez, c'est la santé, les contrats de santé que vous avez dans votre entreprise pour vos salariés ou les contrats de prévoyance. Et aujourd'hui, je pense que c'est lié aussi à ça, hein, pas que, évidemment, il y a la compétence technique des équipes, mais sachez que, vous voyez, sur ce marché-là, qui est très compliqué, on avait, en termes d'affaires nouvelles, on naviguait entre 150 et 200 millions par an d'affaires nouvelles, de primes, hein, c'est des primes d'assurance, donc c'est du new business. Mes anciens collègues d'AXA sur ce business-là, ils étaient à peu près à 400 millions par an. Voilà, l'an dernier, d'abord on a des sondages qui nous, qualitativement, avec ces partenaires-là, qui nous mettent quasiment en pole position. On est passé à 300 millions d'affaires nouvelles, là en 2 ans, en 2-3 ans. Et on a des sondages extérieurs, hein, pas de chez nous, sur plein de finalement de dimensions, et on voit qu'on a percé. Et aujourd'hui, en termes de sollicitation, vous voyez, de ce marché-là, on explose. Donc j'ai des problèmes, alors c'est des problèmes de riches, mais je suis obligé de recruter à mort parce que on est débordé, quoi. Bon, enfin, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Mais ça produit des effets quand même, je veux dire, significatifs, hein. Pas partout, hein, encore une fois, mais là, c'est intéressant. Si je prends un exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on peut prendre quelques questions, non? Ouais. Bonjour, vraiment très intéressant et on sent en effet l'incarnation. Et la question que je me pose, et c'est pas une question, ne le prenez pas négativement. Comment vous tuilez avec la prospective des métiers? Parce qu'on sait que l'assurance est quand même un secteur qui va être profondément... ça commence, hein, entre le climat, l'intelligence artificielle. J'imagine que vous menez... Parce que là, on a l'impression que vous faites un peu... Vous avez d'abord beaucoup dit, on améliore, on fait mieux, on met à niveau. Comment vous cliquez avec ce qui va se passer et pas dans 50 ans, quoi? Une excellente question. Je n'ai pas ramené le petit slide en triangle qui est notre projet d'entreprise. Je vous ai parlé qu'on avait singularisé notre projet d'entreprise. Donc on a un triangle avec trois blocs pour ramener tout. Et il y en a un qui s'appelle réinventer la relation client et les solutions métiers. Et en fait, c'est là que ça se passe. C'est que j'ai pris l'exemple de la retraite, mais je vais peut-être illustrer. La révolution des métiers, elle est complètement en cours dans l'assurance. Vous avez complètement raison, hein, complètement raison. Et pour moi, le point majeur, c'est qu'il faut qu'on passe d'une logique de produit. Voilà, j'ai un produit auto, j'ai un produit habitation, j'ai un produit d'assurance vie ou de retraite. Ça, c'est mort. C'est complètement mort. Et donc, il faut... j'utilise vous connaissez ce truc où il y a le poisson là, qui est dans son bocal et qui saute et qui va dans l'autre. C'est exactement ça, comme ça que je le vois. Et donc, il y a une transformation en même temps pour dire c'est quoi le métier de demain. Donc, par exemple, si je prends l'auto, il y a de moins en moins de gens dans les grandes villes qui ont des voitures. Enfin, je veux dire, c'est con, mais c'est de la mobilité. Donc, je prends un vélo, Donc, je ne suis pas encore en charge de ça. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais il faut repenser le sujet par un vrai besoin client. Et donc, ce n'est pas du tout antagoniste. Parce que la façon dont on a pensé à la retraite, c'est toute la transformation aussi des équipes qui fabriquent et moi je ne dis plus les produits, qui fabriquent les solutions. Donc à chaque fois, par exemple là, le sujet sur lequel on est, après la retraite, je vous ai dit les parts de marché qu'on a chopées, qui sont x4 notre poids naturel. Hein. Enfin, oui, je ne l'ai peut-être pas dit. C'est quand même assez important.
là, on travaille sur le passage à la retraite. 5 ans avant. Vous voyez, excusez-moi, j'en ai rien à faire du produit. C'est pas ça le sujet. C'est que les gens, ils ont un vrai besoin. C'est que 5 ans avant, on a fait toutes les études avec Ipsos, avec machin. On voit bien qu'il y a une vraie question de comment je me projette. Et là, il y a 10 milliards de questions que les gens se posent. Et notre sujet à nous, c'est comment j'organise ça. Et la deuxième question, c'est qu'on n'est pas toujours des spécialistes. Il y a 36 régimes de retraite, les trucs, c'est hyper complexe. Il faut qu'on s'équipe de partenaires. Donc, dans toute la réflexion, on se voit plus comme un rôle d'assembleur de solutions que de fabricant de produits. Et je pense que ça c'est mon avis, hein, je pense que le job de l'assureur de demain, c'est celui-là. Et en faisant ça, je change complètement la relation client. Je change de paradigme. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit, ce n'est pas mon sujet. Je suis en train de vous aider. D'où le acteur partenaire. Moi, demain, si je positionne la boîte comme un vrai partenaire, j'espère qu'il y a des gens dans la salle, ça va intéresser. Parce que ce n'est pas le même métier. Alors par contre, transformer les équipes de vente, le machin... ça change tout. Je parlais des gestionnaires qui passent d'un truc ou de back-office. Mais le back-office, demain, si on prend l'intelligence artificielle, c'est fini. Mais par contre, rappeler des gens pour aller leur expliquer des trucs, machin, moi je veux bien envoyer des robots, mais on voit bien que sur ces branches-là, en assurance de personnes, quand vous parlez de retraite, vous parlez d'assurance vie, c'est mort. On a besoin d'un humain. C'est des sujets chauds. Ça se fait pas comme ça. Alors il y a peut-être des métiers qui vont disparaître complètement en digital, ça c'est possible. Ça prendra un peu de temps. Mais donc c'est pas du tout incompatible, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Je pense qu'il faut revoir les solutions, les relations métiers, et après on a tout un pan RH de transformation des compétences, des attitudes, des postures. Bref, je suis là encore pour longtemps. Enfin, j'espère. Ouais. C'est terrible. Ouais. Voilà. Bon, alors, je vais pas trop... Non, mais le climat, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des particuliers, puis comme on est Groupama, il y a le sujet léger de l'agriculture. Le sujet léger de l'agriculture, pour être clair, je ne sais pas si vous en avez conscience, la partie climatique, c'est irréversible. Hein. Enfin, si vous écoutez le sujet, c'est que si on ne fait pas un truc partenariat privé, public, l'agriculture française, elle est morte. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Et donc, Groupama s'est associé avec le Crédit Agricole, parce qu'à nous deux, on a 80% du marché, pour pousser l'État à faire un partenariat public-privé qui fonctionne. Parce que les agriculteurs, ils ne s'assurent pas, en fait. Bon, donc il y a ce sujet-là. Et après, il y a un autre sujet de société, qui est qu'il y a des particuliers, des endroits, des maisons, qui sont dans des zones, on sait que c'est foutu. Et donc, d'un point de vue assurantiel, c'est inassurable. Donc, il y a plein d'assureurs qui commencent à dire, je ne vais plus là-dedans. Donc, qu'est-ce que font les gens qui sont là? Qui va s'occuper d'eux? Donc, je n'ai pas toutes les réponses, je voulais juste flaguer ces trucs-là. Sur l'agriculture, on s'en est occupé. On a des ministres et Emmanuel Macron qui nous aident beaucoup. Et sur la partie particulière, je pense que c'est un débat de société qui n'a pas encore vraiment eu lieu. Voilà. Juste revenir sur vos 1 million de coups de téléphone. Et vous avez choisi uniquement le téléphone? Alors, non. Mais ça, après, ça fait rentrer dans un sujet très opérationnel. En fait, après, il y a le sujet de la segmentation client et la segmentation stratégique. Dans les réseaux qui sont chez moi, on a des réseaux épargne, retraite, directement. Après, on a des réseaux comme Groupama qui sont des assureurs généralistes, vous voyez. Nous, c'est Pareto, hein, sur l'épargne et la retraite, vous avez 20% des clients qui ont 80% des encours. C'est compliqué, mais j'ai rendu obligatoire les visites physiques annuelles. Alors après, il y a aussi l'utilisation de la visio, mais ce que je veux dire, c'est une rencontre humaine obligatoire. Donc je l'ai rendu obligatoire là-dessus. Sur les caisses régionales de Groupama, c'est pas 100%, mais sur les agriculteurs, les grandes exploitations, la visite annuelle est obligatoire. Donc il y a tout un sujet qui se fait en face à face. Visio ou pas, mais pour l'instant c'est très face à face. Et puis après,
il y a des gens qu'on peut joindre, et après, il y a des renoncements, parce que il y a des gens qui sont là, qui ont très peu de valeur, et après, il y a, comme tu le disais, il y a un investissement, il y a un coût, il y a un ROI, il ne faut pas être non plus... Mais je préfère qu'on garde le rêve, et après qu'on le décline. C'est mieux pour mobiliser les équipes. Je crois qu'il est l'heure, il est 15h, donc on va s'arrêter, parce que on va vous laisser.